On se souvient tous de la pandémie de Covid-19, un véritable bouleversement mondial. Mais et si, au-delà de la crise sanitaire, il y avait eu autre chose? Une crise des libertés. C'est en tout cas la thèse de certains. Aujourd'hui, on va se pencher sur une perspective bien précise, celle d'un auteur libertarien. Pour lui, la Covid n'était rien de moins qu'un prétexte à la tyrannie. On va décortiquer ensemble ses écrits pour voir comment il en arrive à cette conclusion. Alors, tout part de là, de cette image, un simple graffiti, griffonné sur le sol d'une gare, C-O-V-I-D. Sauf que, regardez bien, chaque lettre cache un mot. Contrôler, opprimer, victimiser, isoler, diviser. Pour l'auteur qu'on analyse, ce n'est pas juste un acronyme bien trouvé. Non, c'est bien plus que ça. C'est carrément un plan d'action, une feuille de route qui, selon lui, révèle le vrai visage de la gestion de cette crise. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, sa thèse centrale. Pour lui, le vrai virus, celui qui dure et qui perdure, eh bien, il n'est pas biologique. Non, il est politique. Il lui donne un nom, l'étatisme. C'est vraiment cette idée-là qui va être notre fil rouge pour décrypter toute sa pensée. Ok, alors comment on va aborder ça? D'abord, on va définir ce qu'il entend par ce véritable virus. Ensuite, on va décortiquer l'acronyme lettre par lettre, contrôler et opprimer, puis victimiser et isoler. On verra aussi comment la division est, selon lui, une véritable arme. Et enfin, on bouclera la boucle en revenant sur ce graffiti comme acte de résistance. C'est parti. Donc, premier point clé de son raisonnement, la pandémie n'a rien créé de nouveau. Pas vraiment. Selon lui, elle a surtout agi comme un révélateur, un accélérateur d'une menace qui était déjà là, bien présente, ce fameux étatisme. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit clair sur ce terme, l'étatisme. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de ce texte? Eh bien, c'est l'idée d'un État qui s'étend, qui s'immisce partout, dans tous les recoins de nos vies, et ce, au détriment de la liberté et de la responsabilité de chacun. C'est vraiment ça l'ennemi numéro 1 dans son récit. Allez, on plonge dans l'acronyme. On commence avec les deux premiers piliers, les deux premières lettres, C et O, pour contrôler et opprimer. C'est ce qui, selon l'auteur, pose les fondations de l'action de l'État. Première lettre donc, le C. C comme contrôler. Et là, l'idée est forte. Pour l'auteur, le contrôle, ce n'est pas juste un effet secondaire de l'action de l'État. Non, c'est son ADN, sa raison d'être profonde. Mais alors, concrètement, comment ça marche ce contrôle? Eh bien, d'après cette analyse, le virus a été l'instrument idéal pour créer une peur à l'échelle mondiale. L'auteur fait d'ailleurs un parallèle avec d'autres peurs, celles liées au climat ou à la couche d'ozone. Et cette peur, elle aurait servi à justifier un état d'urgence quasi permanent, ouvrant la porte à des mesures de contrôle toujours plus larges. Après le contrôle, on passe au O. O comme opprimer. La logique ici, c'est que dans cette vision des choses, un État ne peut pas vraiment servir les gens. Son principal mode d'action, ce serait donc l'oppression. Le raisonnement est assez simple. Un État au service des citoyens, ça devrait respecter leurs choix, non? Or, d'après l'auteur, on a assisté à tout l'inverse. L'État opprimerait en nous empêchant de prendre nos propres décisions, d'évaluer nos propres risques. Et le plus fort, c'est que cette oppression serait devenue la nouvelle normalité. La norme saine, comme il dit. Pour appuyer son idée, l'auteur cite Thomas Jefferson. Et la citation est parlante. En gros, elle dit que l'oppression et la tyrannie, ça ne peut pas tenir face à un peuple éclairé. L'ignorance, c'est leur terrain de jeu. La connaissance, la lucidité, c'est ce qui les fait disparaître. On continue notre décryptage avec les lettres V et I. Et là, on quitte un peu le contrôle direct pour entrer dans quelque chose de plus subtil. On parle de mécanismes de manipulation psychologique dont le but serait d'affaiblir l'individu. On en arrive au V. V pour victimiser. L'idée ici, c'est que l'État a besoin de victimes. Pourquoi? Pour justifier son existence, son intervention. Et l'auteur est assez direct, voire provocateur. Quand il n'y a pas assez de victimes, l'homme de l'État en invente. Comment est-ce qu'on invente des victimes? D'après le texte, c'est simple. On attise la peur dans la population. Ça crée une sorte de mentalité de victime généralisée. Et cette mentalité, une fois qu'elle est bien en place, elle finit par se retourner contre ceux qui ne marchent pas dans la combine. Ceux que l'auteur appelle les esprits lucides. Et qu'est-ce qui vient logiquement après la victimisation? Eh bien, l'isolation. Le I de l'acronyme. La thèse, c'est que l'État va ensuite isoler ces fausses victimes pour une raison bien précise, les affaiblir encore plus. L'argument, c'est que l'isolement, qu'il soit physique ou social, on pense bien sûr au confinement, avait un but stratégique, affaiblir les individus. Parce que quand on réduit les interactions, on casse le moral, mais surtout, on empêche les gens de comparer leur situation, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Ça court-circuite toute possibilité de prise de conscience collective et donc de résistance.
Et pour illustrer ça, l'auteur convoque Étienne de la Boétie. La citation est puissante. Elle parle de la misère qu'on ressent quand on ne s'appartient plus, quand sa liberté, son bien-être et même son propre corps, tout ça dépend de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de l'État. On arrive à la fin de l'acronyme. La dernière lettre, le D. Et pour l'auteur, c'est le bouquet final. C'est l'aboutissement de toute la stratégie, la division, présentée comme une véritable arme. D, donc, pour diviser. La thèse est la suivante, l'État déteste la nuance. Il préfère un monde en noir et blanc, un monde binaire. Et donc même si le virus s'en va, le plus grave est fait, la société a été fracturée, divisée en deux camps. C'est vraiment vu comme l'étape ultime du processus. Comment ça se passe, cette division ? L'État tracerait des lignes de fracture. D'un côté, il y aurait le camp du bien, ceux qui obéissent, et de l'autre, les méchants sceptiques qu'on va vite étiqueter complotistes pour les décrédibiliser. Et une fois que cette division est bien ancrée, c'est fini. Toute opposition, toute pensée différente se retrouve marginalisée, neutralisée. Ok, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Comment est-ce que tout ça nous ramène à notre point de départ, à ce simple graffiti sur le sol d'une gare ? Voilà le point crucial de toute l'analyse. Ces 5 actions ne seraient pas le fruit du hasard. Pas du tout. Ce seraient les étapes bien précises d'un processus. On récapitule. Contrôlé par la peur. Opprimé en limitant les choix. Victimisé pour rendre les gens dépendants. Isolé pour les affaiblir. Et enfin, divisé pour mieux régner. C'est, selon la source, la véritable anatomie de la tyrannie. Et nous voilà revenus à ce graffiti. Finalement, quelle est son interprétation ? C'est que le simple fait de l'écrire, de le tracer au sol, c'est déjà un acte de résistance. Dans un monde où la parole serait confisquée, où on ne pourrait plus débattre de ces sujets librement, eh bien même un message griffonné par terre devient un acte politique fort. Et on va terminer là-dessus avec la question que l'auteur laisse ouverte. Quand le débat public semble impossible, quand la parole est, ou en tout cas est perçue comme confisquée, est-ce que la résistance se résume à ça, à des actes symboliques, anonymes ? C'est une question qui, au fond, nous interroge sur la nature du pouvoir, sur la liberté d'expression et sur toutes les formes que peut prendre la dissidence aujourd'hui.